Wow, ça fait déjà 3 mois que je suis en arrêt de travail. 3 mois. Je voulais faire une vidéo justement pour parler de qu'est-ce que je ressens après 3 mois de travail, 3 mois d'arrêt de travail. Comment se sont passés ces 3 mois, même si je fais des vidéos tous les jours et qu'il y a moyen de voir exactement comment je me sentais chaque jour. Quelles sont les difficultés que j'ai eues, les surprises, enfin un petit point. Pas de script, pure improvisation. Je sais pas si je vais pas oublier des choses, mais on va y aller avec le flow. Déjà, je me souviens, donc là, ça fait 3 mois que je suis à l'arrêt. Je me souviens mi-février, quand je suis allé voir le médecin, parce que j'étais au bout du rouleau, en larmes, pas bien dans son bureau, et qui m'a dit, tu vas t'arrêter 6 semaines. J'étais en mode, mais mec, jamais de la vie. Je vais pas m'arrêter 6 semaines. Je vais continuer de travailler. À la limite, je prendrai peut-être 2 semaines, tu vois, de vacances, mais je prendrai jamais 6 semaines. Bah, finalement, j'ai pris ces 6 semaines, et quand j'ai commencé les 6 semaines, je me suis dit, ça sera juste 6 semaines, ça sera pas plus. Et 3 mois après, je suis encore là. Donc je m'étais vraiment trompé. Je dis souvent que le cerveau fait des fausses prédictions dans le futur. Bah là, c'est une vraie fausse prédiction. Une autre prédiction que je m'étais fait, c'était je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à dire à mon entreprise que je pars en arrêt de travail pour 6 semaines à cause d'un burn-out. C'est pas possible. Je me vois, j'avais pris ma décision, je crois, le vendredi ou samedi, d'accepter ces 6 semaines d'arrêt de travail. Et le dimanche, j'avais travaillé toute la matinée pour préparer mes 6 semaines d'arrêt de travail. Genre, j'avais tout préparé, tout organisé, j'avais tout fait pour que ma boss ait pas trop de travail. J'avais prévenu mon équipe, un message chacun. Genre, j'étais à ce point-là complètement détruit par le travail. Que même même avant mon arrêt de travail, je travaillais jusqu'à la dernière minute. Et finalement, j'ai ouvert mon ordi que 2 fois sur les 12 dernières semaines, et ça fait du bien. Donc premièrement, ouais, le cerveau te dit que c'est pas possible, que tu vas pas y arriver, tu as la conscience professionnelle, ce genre de trucs-là. Mais en fait, quand tu as passé l'étape très difficile, vraiment très difficile, hein, pour les gens qui ont du mal à s'arrêter de travailler, poser son arrêt de travail, c'est hardcore. C'était vraiment, j'étais mal, 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 mal. Mais quand tu as réussi à le faire, tu te rends compte que les réactions des gens sont pas pires que ce que tu imaginais, ou en tout cas pas aussi pires que ce que tu imaginais, pas aussi grave que ce que tu imaginais. Ensuite, la première semaine d'arrêt de travail, j'ai cru que j'allais péter un boulon, parce que je me disais, mais je suis pas malade, je vais bien, blablabla, tout en pleurant, tu sais, c'était absurde complet. Et après, peu à peu, ce que j'ai découvert, c'est que, bah, putain, il y a eu des gros up, mais il y a eu des gros down. La deuxième semaine, j'étais déjà mieux, j'allais déjà bien. Je me suis dit, bah, ça va vite en fait, au bout de 10 jours, on se remet. Et en fait, j'ai découvert que c'était un putain de parc d'attractions, le burn-out. Un parc d'attractions où tous les jours, tu découvres quelque chose de nouveau. Tu découvres un nouveau truc qui s'est cassé dans ton cerveau, un nouveau truc qui s'est cassé dans ton corps. Tu découvres que, en fait, j'arrive pas vraiment à me concentrer. Parce que quand je lis un livre plus de 10 minutes, mon cerveau déraille et j'arrive plus à rien faire. Ah putain, je me rends compte que j'arrive pas à tenir une conversation non plus. Genre chez ma psy, je me souviens, c'était bah, la fin du premier arrêt de travail, donc au bout de 5 semaines, je pouvais plus tenir une conversation. Elle me posait des questions, je captais pas les questions, alors qu'on est chez la psy, hein. On n'est pas en train de passer un PhD ou un doctorat chez Harvard, hein. Et je comprenais pas les questions. Donc je lui demandais de répéter, ensuite je répondais, puis je me perdais dans mes pensées, et je redemandais de répéter la question. Et je pleurais. Donc mon cerveau, il déraillait complet, genre complet, complet. Je perdais la mémoire, je dormais, ben je dors encore d'ailleurs. Je dormais mais tout le temps. Dès que je pouvais dormir, je dormais. Je pouvais plus aller au sport autant que j'allais avant. Euh, il s'est passé beaucoup de choses. Et au bout de 3 mois, jamais je me serais dit que j'allais aller encore mal. C'est ça le truc, c'est que là, au bout de 3 mois, je me sens pas bien. Au bout de 3 mois, en fait, je sais pas, peut-être au début, à la moitié, j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé dans le process de rétablissement. Même si au fond, j'ai fait des tests et il y a du progrès. Mais le progrès est lent, il est très lent. Pour que tout se remette à la normale, pour que j'apprenne des nouveaux réflexes, pour que je retrouve ce que j'avais perdu, c'est lent. C'est très, très, très lent. Genre, c'est pas une blague, le burn-out. C'est pas une blague du tout. Il y a des gens qui disent ah, le burn-out, c'est pour les gens qui veulent pas bosser. Non, 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 non. Il y en a peut-être qui prennent des burn-out parce qu'ils peuvent pas bosser. Je sais pas, ça existe sûrement. Mais je pense que la plupart qui sont en arrêt de travail pour burn-out et puis sont professionnels, c'est chaud. C'est une maladie déjà. Et ça te détruit. Ça détruit tes capacités cognitives, ça t'endort, ou alors ça t'empêche de dormir, un des deux. Tu fonctionnes plus comme avant, t'as perdu beaucoup de choses.
je le disais là, le fait de pas trop savoir ce que je raconte, de perdre la mémoire, d'avoir mal physiquement. Moi, j'ai mal en bas du dos, mais je connais d'autres personnes qui ont des douleurs partout. Le sommeil, euh, le manque de confiance en soi, ça c'est un gros truc. J'ai remarqué que la confiance en moi, elle a chuté, genre immeuble dans Manhattan de 70 000 étages, mon ego ou ma confiance en moi, elle est tombée juste au premier étage depuis le 70e mille. C'est pouf, pouf. Ça fait 3 mois que j'imagine que jamais de la vie je réussirai à travailler ailleurs que dans mon entreprise actuelle, que jamais j'arriverai à travailler encore, que j'ai aucune compétence, que je suis nul partout, et je me juge beaucoup par rapport à ces 3 derniers mois. Donc tu te juges beaucoup par rapport à l'instant T, en oubliant que tu es malade et que tu peux juste rien faire. Donc que c'est normal que cognitivement tu sois pas capable de faire grand chose, que c'est normal que tu pleures, c'est normal que tu fasses des crises d'angoisse. Et le problème c'est que tu juges tes compétences et tes capacités à survivre dans la vie à l'instant T. C'est un peu un biais du présent. Sauf que c'est dur à admettre que, en fait, là, t'es au plus bas de ta santé. Enfin, t'es au plus bas. Oui, sur les dernières années, t'es au plus bas de ta santé. Donc, tu peux pas trop te juger toi-même sur un moment très délicat. C'est comme si tu jugeais un poisson à sa capacité à survivre en dehors de l'eau. C'est compliqué. Bah là, juger quelqu'un en burn-out sur ses capacités cognitives pendant son burn-out, c'est compliqué. Et le problème, c'est que c'est ce que j'ai beaucoup fait. Je me suis beaucoup remis en doute. Je remettais tout en doute, donc mes compétences, je les remettais en doute, mes qualités en tant qu'humain. Je remettais en doute le fait que je sois malade. Genre, Et ça revient en boucle, hein. Même là, je fais la vidéo, donc je suis posé, je suis rationnel. Même quand je parle à ma psy, j'arrive à être posé, rationnel. Mais beaucoup de fois, je ne crois pas que je suis malade. Je ne crois pas au fait que j'ai un burn-out. Je crois que je me plains trop, que je le fais exprès. Et c'est trop bizarre, parce que là, je suis capable de faire une vidéo en expliquant que c'est irrationnel de penser comme ça. Mais des fois, mon cerveau arrive à me convaincre que c'est la vérité. Que je ne suis peut-être pas malade. Que je vais peut-être bien. C'est trop chelou. Genre, tu commences à croire que t'es peut-être schizophrène. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Et j'ai vu une nouvelle médecin hier qui m'a dit que c'était un des effets normaux un peu de l'épuisement professionnel, de l'épisode dépressif. C'est que tu te remets beaucoup en doute et tu doutes même de tes symptômes et tu doutes même de ce que tu ressens. J'ai même dit à ma psy que je doutais du fait que j'étais un bon patient. Vous vous rendez compte? Genre, je commençais à voir mes passages chez la psychologue comme une performance. Ça m'est arrivé quand je l'ai vu il y a 2 semaines et je lui ai dit hier parce que vraiment, c'est trop bizarre le truc. C'est trop bizarre, j'avais l'impression que j'étais un mauvais patient, que je lui faisais perdre son temps, que je la faisais chier, que j'étais pas intéressant, qu'il y avait des cas peut-être plus intéressants que moi. Je trouve ça absurde quand je le raconte, quand je lui ai raconté hier, je trouvais ça absurde. Mais c'est vraiment ce que j'ai en tête et c'est vraiment ce qui peut me faire pleurer et c'est fou parce que même quand je le dis à la caméra là, je me dis putain mais il est con le Marvin qui fait ça, comment ça se fait qu'il pense ça? Et je me dis mais les gens ils vont pas me croire, les gens qui me regardent là, j'ai l'air d'aller bien. Bref, et là ça part dans des pensées. Bref, je vais arrêter parce que ça va me faire partir en live. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on se sent quand ça fait 3 mois qu'on est en burn-out. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le cas pour moi. Et je souhaite bon courage à toutes les personnes qui passent ces étapes. Il y a aussi un truc que j'ai découvert quand on est en arrêt pour épuisement professionnel. Là, ça concerne le Canada, je sais pas trop comment ça fonctionne en France, mais ici, c'est la galère de ouf avec les assurances, parce que tu dois te faire payer évidemment. Je paye une assurance, c'est pas pour rien. Et là, ils t'appellent, ils te rappellent, ils te pèlent pendant des heures pour te demander tout ce que tu fais de ta journée, ce que tu manges, combien de fois tu fais pipi, combien de fois tu fais caca. Ils te posent beaucoup trop de questions, ils te balancent d'agent en agent, donc tu parles à plein de gens différents. Et là, finalement, Dieu merci, lundi, je suis tombé sur une personne super sympa qui va gérer mon dossier, et elle a l'air compréhensive. Donc ça, c'est cool. Mais c'est la galère, les assurances. Et j'ai mis 1 mois et demi à être payé, mais après, quand j'ai été payé, finalement, ça s'est bien passé. Ensuite, bon, la psychologue, ça c'est la partie limite la plus agréable, parce qu'en général, les psychologues sont des gens très empathiques. Donc ça, c'est cool, tu travailles vraiment... En plus, si tu veux vraiment travailler sur toi, moi, les TCC, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est cool, ça aide, c'est juste que c'est lent. C'est très 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 lent. C'est ça le problème, donc il faut être extrêmement patient. Ça apprend la patience de faire des burn-out ou d'être stressé. Et ensuite, les médecins et les antidépresseurs. Alors les médecins, ça aussi, ils galèrent de ouf. J'en suis à ma 3e médecin. Parce que les 2 premiers... Alors le premier, c'était affreux. Il pensait que la santé mentale, c'était une vague blague et une vague arnaque. Il m'a juste dit que la vie était dure et il fallait que je m'y fasse. Le deuxième était plus sympa.
Mais il me dit qu'il pouvait rien pour moi si le deuxième antidépresseur qu'il allait me donner ne faisait pas effet. Or qu'il y a une vingtaine d'antidépresseurs, donc j'ai pas très bien compris pourquoi il me disait ça, et il me disait qu'il devait à tout prix me ramener au travail le plus vite possible, parce que ça servait à rien d'être en arrêt de travail plus de 3 mois. Donc lui aussi m'avait foutu un coup de pression. Et la troisième médecin, elle, une femme comme par hasard, je sais pas pourquoi, et ben elle était très gentille. Elle était très gentille, elle a eu beaucoup d'empathie, elle m'a compris, elle m'a donné plein de super conseils, elle m'a augmenté un peu la dose d'antidépresseurs. Mais dans ce délire, je me suis rendu compte que les antidépresseurs, c'est aussi une galère de dingue. Comme je disais, il y a plus de 20 antidépresseurs. Pour trouver le bon qui te correspond, bon courage. Parce qu'il faut trouver le bon, donc la bonne molécule, encore une fois, parmi une vingtaine d'options. Et ensuite, il faut trouver le bon dosage. Et le dosage, il doit augmenter graduellement. Et cerise sur le gâteau, ça met 4 à 6 semaines à faire effet. Donc si disons que tu n'as pas de chance sur 19 antidépresseurs sur 20 et que le 20e c'est le bon, bah tu as 2 ans pour trouver le bon. Même je sais pas combien de temps. Faire 6 semaines, fois l'augmentation des doses, donc fois 2-3 augmentations. Donc 6 semaines fois 3 fois 19. C'est énorme. C'est la galère de trouver le bon antidépresseur. Moi je suis passé du Zoloft, j'ai fait 6 semaines de Zoloft, à Venlafaxine. Et même avec le Venlafaxine, là je suis à 75 mg, on m'a augmenté. Mais à 75 mg, j'ai eu un pic de motivation, puis c'est redescendu, j'ai refait des crises d'angoisse cette semaine-là. J'ai refait des crises d'angoisse même la semaine dernière et cette semaine. Donc très chiant. Et là, la médecin m'a augmenté la venlafaxine, donc on va voir si ça fait effet. Normalement, c'est censé donner un énorme boost d'énergie. Donc Inch'Allah, j'ai beaucoup d'énergie et je ferai encore plein de vidéos pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, et quand même, parmi ces 3 mois, le positif, parce qu'il y a quand même du positif, c'est que je vois quand même la vie différemment. J'accepte peu à peu que la vie, c'est pas juste mon travail, que je peux montrer mes qualités humaines ailleurs, même si j'ai pas trop confiance en mes qualités, je peux quand même montrer mes qualités ailleurs. Je fais la vaisselle, je fais à manger, je fais le ménage, ce qui fait du bien au foyer. Et surtout, je fais des vidéos YouTube. Et ça, c'est le seul truc constant et bien que j'ai fait sur les 3 derniers mois. Et je suis super content parce que je suis pas stressé par les vidéos YouTube. Alors c'est vrai que je regarde mes stats tous les jours et assez régulièrement. Je suis un peu obsédé à chaque fois par les stats, les chiffres, ma performance en fait, je pense au global. Mais ça me stresse pas. Genre, j'ai commencé, j'étais à 100 abonnés, là je dois être, je sais pas, à 175, 180, j'en sais rien. C'est pas énorme, c'est juste, ouais, pas énormément d'abonnés, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas tant que ça, je fais pas non plus beaucoup de vues dans mes vidéos, mais j'arrive à garder la motivation. Parce que ce qui arrive toujours à me motiver, c'est déjà d'avoir quelque chose à faire dans ma journée, quelque chose de régulier, quelque chose que j'arrive à faire. J'arrive à prendre la caméra, à parler, à improviser, même si je fais aucun montage parce que ça me fatigue et j'aime pas ça, et que ça me prend trop d'énergie et que j'ai pas assez d'énergie pour ça, et qu'en plus de ça, j'aime bien pas faire de montage. C'est très artisanal, c'est très joli, selon moi. Après, je sais pas si les gens aiment bien. Et, et je suis content d'arriver à faire ça. Et je suis content d'arriver à faire ça. Puis j'ai quelques personnes qui commentent régulièrement, qui voient mes vidéos régulièrement. Donc même si j'ai très très peu d'abonnés, j'ai des gens, j'ai l'impression que ça aide peut-être et que ça fait du bien, en tout cas, qui prennent plaisir à regarder mes vidéos, parce qu'ils regardent toutes mes vidéos. Je les vois en commentaire, donc je leur fais un gros bonjour. Et je sais aussi certaines personnes qui m'envoient des messages pour me dire que les vidéos sont trop cool, pour me soutenir. Et même si c'est très peu de gens, bah c'est super agréable. Et je suis quand même fier de moi, parce que depuis que je suis petit, en fait, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire avoir des caméras, parler à un public. Là, l'inconvénient, c'est que le public, c'est mon téléphone avec une lumière derrière. Donc pas ouf, je préfère avoir un vrai public. Mais j'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer, j'aime bien promouvoir mes idées, en fait, je pense, depuis que je suis jeune. Et là, bah, je retrouve du plaisir à faire ça. Et ça, c'est cool. C'est le seul truc, en fait, le seul plaisir constant que j'ai eu depuis ces 3 mois. Et je suis fier de moi d'avoir tenu. On verra où ça me mènera. J'espère que ça me mènera peut-être quelque part, qui sait. Et voilà. Si vous venez de me découvrir, bah, si vous me découvrez avec cette vidéo, je pense que vous en avez appris déjà pas mal sur moi-même. Je suis Monsieur Carabistouille, je poste des vidéos tous les jours, presque tous les jours. Hier, je l'ai raté, mais j'avais posté 2 vidéos lundi. Donc cette semaine, on est vendredi, je suis à 5 vidéos en 5 jours. Et je parle principalement de mon arrêt de travail pour burn-out, je parle de santé mentale, mais je parle aussi de tout ce qui me passe par la tête. Souvent, c'est axé psychologie, philosophie, science, esprit critique, parce que c'est ce qui me plaît. Et il n'y a pas de montage, rien, c'est one shot. Des fois, il y a du montage en vrai. Des fois, je fais des petits trucs quand même.
Parce que ma copine, elle me dit: «Ah, faut quand même que tu fasses, t'enlèves deux trois trucs». Donc je le fais, mais qu'est-ce que ça m'embête. Qu'est-ce que ça me fait chier d'enlever. Je préfère, play, pause et bam. Et aussi, j'ai refait ma DA. Le style de mes miniatures, de ma chaîne YouTube a changé. J'ai voulu mettre un peu le style que j'aime de Hitchcock, les films des années 50, les vieux posters Walt Disney. C'est l'ambiance que j'essaye de retrouver dans mes miniatures YouTube. En tout cas, c'est l'ambiance pour le moment. Je trouve que c'est l'ambiance qui me correspond. En ce moment, tu vois, c'est un peu sombre mentalement. Donc mes miniatures sont sombres. Mais quand je retrouverai un peu la joie, du plaisir, que je changerai un peu peut-être le thème de mes vidéos et que j'arrêterai de parler de burn-out, peut-être que je mettrai des miniatures un peu plus, tu vois, un peu plus colorées, un peu plus, genre la nouvelle campagne marketing de Nespresso là avec Dua Lipa là, violette, bleue. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette campagne marketing là de Dua Lipa. J'aime pas du tout la campagne marketing Nespresso parce que moi j'avais l'habitude de Nespresso premium, très sobre, des couleurs souvent noires, beige, pas blanc, mais noir beige je pense, un peu blanc aussi, avec George Clooney toujours en costard cravate. Là, j'adore Dua Lipa, mais punaise, il y a des couleurs partout. La pub, elle va tellement vite, ça part dans tous les sens. C'est des couleurs flashy, presque des vieilles, un vieux style remis au goût du jour. J'en ai parlé avec un pote en marketing et il m'a dit c'est normal, la génération Z, c'est ce qu'ils kiffent, c'est ce genre de couleurs. Et je me suis dit putain, peut-être qu'il faut que je m'en remette à jour là, que je fasse plus des couleurs comme ça. Donc quand j'irai mieux, j'irai peut-être faire couleurs pour la génération Z. Parce qu'en plus, ils sont pas en burn-out, parce qu'ils ont toujours pas commencé le travail, je pense. Quoique si, moi je suis YZ. Donc si, je pense que la génération Z, ils commencent à peine leur carrière. Ils doivent avoir 25 ans, je pense. Je sais pas. Faut que vérifier. Et j'ai reçu aussi des mauvais commentaires sur mes chaînes. Une de mes vidéos YouTube, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Tellement ça m'a marqué, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, et il y a déjà des gens qui viennent me chier dessus en commentaire. Et ça aussi, je l'ai pas tant mal pris que ça. Je l'ai pas mal pris du tout. Je trouvais ça drôle. Enfin, pas drôle, en vrai. Je trouvais ça un peu triste. Je me suis dit, putain, en plus, c'était vraiment au moment où je l'ai posté carrément. Et je me suis dit, putain, il y a des gens, ils sont là pour attaquer direct, quoi. La vidéo, elle sort, bam, on met un commentaire pour détruire la personne qui a fait la vidéo. Et à ce moment-là, en plus, je regardais la durée moyenne d'une vue de mes vidéos, et elle était très basse. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont même pas regardé la vidéo jusqu'en entier, ils ont entendu deux, trois trucs que j'ai dit, et boum, ils ont écrit un commentaire pour m'assassiner. Heureusement que j'avais une personne qui suit mes vidéos depuis le début, qui m'a soutenu, et ça m'a fait plaisir. Et j'ai eu un commentaire négatif sur une autre vidéo qui était très gentiment écrit. Et quand c'est gentiment écrit, ça fait encore plus mal parce que tu te dis putain, j'aurais pu faire mieux. Parce qu'elle m'a dit tu devrais mieux préparer tes vidéos quand tu parles de psychologie. Et j'y ai pensé, je me suis dit en fait non. Parce que je répète à tout le monde que je suis pas un expert, moi je suis pas un psychologue. Je vends rien d'ailleurs. Et je donne je dis à tout le monde écoutez-moi avec un regard esprit critique. Et je ferai peut-être des vidéos d'esprit critique pour me critiquer moi-même. Parce que si je donne des conseils, ben faut le prendre avec beaucoup de légèreté. Parce que je n'ai aucune étude, j'ai jamais fait d'études en psychologie, jamais, ni en psychiatrie. Je parle d'expérience personnelle, c'est-à-dire que ça ne concerne moi et que moi. Je me dis que ça va peut-être aider des gens à les rassurer, à se sentir moins seuls. Ça c'est vrai, je pense qu'en parlant de mes problèmes, j'aide les personnes qui peuvent me regarder à se sentir moins seuls. Des fois honnêtement j'adore faire des vidéos, des fois je trouve ça pas agréable de dire exactement tout ce qu'il y a dans ma tête, mais je me dis que ça peut être utile. Si je dis exactement ce qu'il y a dans ma tête, ça peut être utile à des gens qui sentent la même chose et qui se sentent seuls, parce que sur les réseaux sociaux, on va pas avoir souvent des gens qui vont se montrer minables face à la caméra. Donc moi, j'essaye de le faire un maximum. Quand je suis vraiment minable, je me filme pas. Parce que j'ai juste pas la motivation, pas l'idée de me filmer, pas l'idée de mettre une caméra devant ma gueule quand je suis vraiment mal. Mais quand je commence à aller mieux, j'essaye de décrire comment je me suis senti. Pareil, mes crises d'angoisse, quand je pleure non-stop, je suis comme un bébé dans le lit à qui on n'a pas donné à manger depuis 15 heures, qui chiale complètement, qui s'arrête pas, qui tape. Je le dis, même si ça fait mal à imaginer. Et donc, les gens se sentent moins seuls, et aussi, en parlant de ce sujet-là, malgré le fait que je sois pas un expert, ça permet de faire parler du sujet de la santé mentale. Parce que je remarque encore que, j'en parlais encore avec quelqu'un de ma famille aujourd'hui, c'est encore un truc pas tabou, mais ça fait mal d'aller voir un psy ou une psy ou quelqu'un qui parle de santé mentale. Les gens, ils pensent encore que c'est pas un sujet, c'est pas le plus important, ou que c'est pas un sujet de santé. Sauf que si, c'est un sujet de santé. Quand on a un problème de dépression, on est malade. Quand on a un burn-out, on est malade, il faut le traiter. Si on a mal à la jambe, on va le traiter. Si on a mal au cerveau, il faut le traiter. Si on a mal à la psychologie, il faut le traiter. Comme toutes les autres maladies.
Et ça, c'est pas encore assez accepté. Donc je tiens à faire ces vidéos et je tiens, même si elles sont pas préparées, même s'il n'y a pas de montage, à parler et je mets 60 milliards de millions de warnings dans ma bio YouTube, dans certaines de mes vidéos, je le répète, je ne suis pas un expert. Si vous m'écoutez et si vous écoutez trop ce que je raconte et que vous faites tout ce que je vous dis, essayez quand même de vous dire, il y connaît peut-être rien, je vais critiquer, aller chercher des informations par moi-même sur Internet. Moi, je suis juste là pour commenter mon actualité à moi. C'est tout. Rien d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était encore une fois très bordélique. Je parle face à ma caméra, je parle de tout ce qui me passe par la tête. Il se passe beaucoup de choses par ma tête. Et c'est difficile de parler face à la caméra. Avant c'était difficile, maintenant je peux parler sans m'arrêter. Par exemple là, je peux parler de ce que j'ai mis en background. Est-ce que c'est pas beau mon background là? Est-ce que vous voyez ça? Christmas Croissant. C'est mon premier album que j'ai fait à Noël dernier. Et j'ai des amis qui me l'ont offert en vinyle. C'est ma chanson de Noël. C'est ma chanson de Noël. Et les gens, ils sont pas contents parce que je me suis aidé de l'IA pour faire la chanson. Mais oui, moi, je suis pas chanteur ni rien. J'avais aucune expérience en musique avant de faire cette chanson. J'avais une idée, j'avais des paroles qui me plaisaient et je voulais à tout prix les mettre en chanson avec zéro budget. Donc oui, et pas d'argent, j'ai utilisé l'IA, tout simplement. Et après, j'ai un pote qui m'a utilisé, un pote producteur, donc ça lui a fait aussi des compétences en plus parce que il a travaillé sur ma musique. J'ai aussi fait ça avec Laetitia qui chante. Donc c'est nos deux voix qui sont sur cette musique, ça s'appelle Christmas Croissant. Et je pense que j'en reparlerai beaucoup plus à Noël prochain. Putain, si à Noël, en novembre, j'ai genre 1000 abonnés, ou allez, 5000 abonnés, peut-être la chanson elle va faire un malheur. Parce que là, on écoutera ça tous ensemble. Il y aura peut-être plus de pubs. Parce que là, il n'y a pas grand monde qui l'a écouté l'année dernière. Je suis quand même passé sur BFM, BFM VAR, donc bon, pas un gros BFM, pour parler de ma chanson. Mais elle est très bien, elle est super cool ma chanson, ça parle de l'histoire de ces expatriés français qui rentrent en France pour les fêtes, et ça raconte un peu ce retour en France, les odeurs, la famille, les rires, les dîners, tout ce qu'on ressent quand on arrive. C'est une chanson qui est marrante, c'est très fun, c'est agréable à écouter, on se prend pas la tête, le refrain est trop cool, en tout cas moi j'adore mon refrain, et c'est une belle chanson, ça s'appelle Christmas Croissant. Si vous voulez écouter en été, pas trop l'ambiance l'été, mais bon, si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Et voilà, je vais pas parler plus, je vais vous laisser, je vais faire d'autres activités. Je vais peut-être tourner une autre vidéo pour demain. J'ai une autre idée de sujet, mais je vais pas sortir tous les sujets d'un coup, parce que j'ai plus de créativité après, je sais plus quoi dire en vidéo. Donc j'ai peut-être une idée de sujet, je vais parler de ça. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Moi, je suis content d'aller bien aujourd'hui. Je suis content. Ah oui, parce que je l'ai pas dit. Mais attends, mais je l'ai pas dit. On m'a prolongé jusqu'à août. Donc là, je suis rassuré. J'ai l'impression que je peux enfin me concentrer sur moi sans trop réfléchir à quand est-ce que je repars au travail, que je repars pas au travail. Là, j'ai vraiment 10 semaines devant moi. Et ça, c'est bien cool. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Lumineux, un bon week-end de 3 jours pour les Canadiens, week-end de 3 jours aussi pour les Français, parce que vendredi, là, c'était férié, il me semble. Donc un bon long week-end aux Français et aux Canadiens. Si vous me regardez ailleurs dans le monde, bah... et ben ok. Et ben je sais pas si vous avez un week-end de 3 jours, vous. Allez, tchuss, ciao, bye.